Je vais maintenant passer à la présentation du conférencier de ce soir, qui est Pierre Fayet. Pierre Fayet est né, il est physicien, il est né le 4 décembre 1949. Il est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au CNRS, et dans ce cadre, il travaille au laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure. Il est professeur de physique à l'École polytechnique. Quelques petits mots sur son parcours. Il a été, entre 1977 et 1979, chercheur à Caltech aux USA, et en 1980, il a été chercheur au CERN. Pierre Fayet est théoricien des particules, il est spécialiste de la théorie de la supersymétrie et ses travaux portent donc sur la théorie supersymétrique des particules et dans ce cadre, il a étudié la grande unification des interactions fondamentales. Il a également étudié les dimensions supplémentaires de l'espace-temps dont il va nous parler en partie ce soir. Il a étudié bien sûr également la nature de la matière sombre de l'univers. Il est membre correspondant de l'Académie des sciences, il est membre du comité des programmes du CNES, le Centre national d'études spatiales, et il est l'auteur d'une centaine de publications scientifiques dans des revues spécialisées internationales. Je vais donc lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes, en précisant juste une petite chose avant, pour l'en dédouaner totalement, c'est que nous avons un matériel qui date un petit peu, donc ce que vous voyez à l'écran n'est pas toujours d'une très grande définition. On vous l'accorde, mais c'est lisible et on n'a pas pu faire mieux. Donc je voudrais l'en dédouaner et nous excuser de ce matériel auprès du public. Nous ne pouvons pas faire mieux ce soir et nous nous améliorerons au fur et à mesure, mais tout est lisible, nous avons quand même tout vérifié. Donc je cède la parole pour 50 minutes à Pierre Fayet, après quoi il y aura une discussion avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Nous avons eu la chance hier d'entendre Gerhard Toft nous initier un peu au monde des particules élémentaires et des interactions fondamentales. Il nous a parlé des particules constituant de la matière, de l'électron, du noyau, des protons et des neutrons, des quarks qui sont les constituants élémentaires des protons et des neutrons, des diverses interactions, des interactions électromagnétiques, les interactions fortes qui sont dues à des échanges de gluons entre les quarks. C'est la raison pour laquelle les quarks sont liés entre eux pour former des protons et des neutrons. Et puis aussi les interactions faibles qui sont responsables de la désintégration de certaines particules. Et puis il y a une quatrième interaction aussi qui joue un rôle, qui est celle qu'a priori on connaît le mieux, mais qui n'est en général pas très importante au niveau des particules élémentaires prises individuellement, c'est l'interaction gravitationnelle. Et bon, il n'en a pas ou très peu parlé hier. Je vais être amené à en parler un petit peu aujourd'hui. Et le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu au-delà, de chercher à poursuivre ce voyage dans le monde des particules et interactions fondamentales dans des régions qu'on ne connaît pas encore. Donc tout ce que je vais raconter, ça va être spéculatif. Je vais parler de particules qui sont hypothétiques, dont on pense que peut-être elles existent, mais peut-être elles n'existent pas. Et c'est pour ça qu'on les cherche, c'est pour ça qu'on construit des accélérateurs qui sont destinés à mettre en évidence des signes de l'existence de ces particules, si elles existent. Et puis aussi, c'est pour ça qu'on étudie l'univers, parce que même si on n'est pas forcément encore capable de produire directement ce genre de particules dans les accélérateurs, eh bien, peut-être que simplement en regardant le monde, l'univers que nous voyons autour de nous, eh bien, on peut voir apparaître des signes de l'existence de nouveaux objets. Donc c'est ça un peu ce qu'on cherche à faire maintenant. Et on va discuter un ensemble de notions qui sont tout à fait reliées entre elles, qui sont à la fois les notions de particules, je viens d'en parler un petit peu, d'interaction entre ces particules. Et là-dedans, dans ce monde un peu complexe, il y a une notion qui vient mettre de l'ordre, qui est la notion de symétrie, qui est une notion absolument fondamentale là-dedans, puisque Gerhard Toft nous a expliqué hier que les particules n'arrivaient pas toutes seules, elles étaient rangées un petit peu dans des ensembles qu'on appelle des multiplets de particules, et les particules existent en quelque sorte en plusieurs exemplaires, et il y a des symétries, il nous a parlé un petit peu de symétrie de jauge, qui permettaient de passer d'un état d'une particule à un autre état d'une particule, par exemple de passer de l'état du proton à l'état du neutron, ou de passer de l'état du neutrino à l'état de l'électron, etc. Donc tout ça, ce sont des symétries qui jouent un rôle dans le monde des interactions et dans le monde des particules.
Donc on va parler des particules, on va parler des constituants de la matière ordinaire, mais aussi, il n'y a pas seulement la matière ordinaire, il y a peut-être de nouvelles sortes de matières auxquelles on sera amené à s'intéresser. Bien sûr, il y a l'antimatière, ça on le sait depuis longtemps. La théorie des champs nous dit que les particules doivent être accompagnées d'antiparticules, qui sont des objets qui ont en gros la même masse, mais des caractéristiques comme la charge électrique qui sont opposées. Mais non seulement on va parler de matière et d'antimatière, mais aussi peut-être on va voir par la supersymétrie, qui constituera l'essentiel du sujet de cette conférence, que peut-être les particules, en quelque sorte, arrivent en paire. Peut-être les particules ont des doubles, des espèces de reflets par cette nouvelle symétrie qui est la supersymétrie. Et justement, peut-être que ces doubles des particules, ces espèces de reflets par supersymétrie des particules ordinaires, peut-être même que c'est ça qui constitue la mystérieuse matière sombre qui semble constituer la majeure partie de l'univers. Et puis on va discuter aussi les interactions. Donc j'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait 4 sortes d'interactions fondamentales, fortes, électromagnétiques, faibles et gravitationnelles. Et puis peut-être aussi qu'il y a de nouvelles sortes d'interactions. Et peut-être qu'en utilisant les généralisations successives des notions de symétrie, eh bien, on va être amené à postuler, à anticiper qu'il y a de nouvelles sortes d'interactions qui peuvent exister. Et puis ces particules, ces interactions et ces symétries, elles sont à l'œuvre dans un univers. Alors l'univers, d'habitude, on a l'habitude de le penser comme ayant trois dimensions. Il y a 3 coordonnées, disons un objet, il y a une longueur, largeur, hauteur, etc. Il y a 3 dimensions, mais ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir l'intuition et un certain nombre de pensées, un certain nombre de raisons de penser que peut-être il y a un certain nombre de dimensions supplémentaires qui existent dans l'univers et qui nous sont cachées. Et c'est un peu ça dont je vais parler dans la suite de cette conférence. Donc, qu'est-ce que ça peut être que ces dimensions supplémentaires? Est-ce qu'elles sont grandes ou petites? Est-ce que ce n'est pas aussi d'autres sortes de nouvelles dimensions supplémentaires, un petit peu bizarres, qu'on ne peut même pas penser comme étant des dimensions ordinaires, analogues à des notions de distance? Donc, on va voir ça un peu plus tard. Donc, l'essentiel du sujet, ça va être la supersymétrie. Donc, j'ai marqué en dessous une nouvelle symétrie de la physique des particules et interactions fondamentales avec un point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation, c'est pour rappeler qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on discute, ce sont des choses hypothétiques. Ce sont des théories qu'on a développées déjà depuis un certain temps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ce sont des théories qui peuvent, dans l'avenir, se révéler justes ou pas. On ne sait pas encore. Donc, peut-être on se trompe complètement. Je suis sûr qu'il y a un certain nombre, il peut y avoir quelques personnes dans la salle qui pensent qu'on fait fausse route, qu'on est sur une mauvaise piste. Peut-être ces personnes ont raison, mais peut-être pas. Donc, c'est une piste, la piste des symétries, qui jusqu'ici s'est révélée extrêmement fructueuse. Et donc, comme elle s'est révélée fructueuse dans le passé, on a tendance à tenter de la poursuivre un peu plus loin, en espérant que cette piste va continuer à se révéler fructueuse. Et donc, comme j'ai indiqué précédemment, l'une des conséquences de la supersymétrie, ça va être, on va le voir tout à l'heure, que les particules auront en quelque sorte des doubles. Et si les particules ont des doubles, ça veut dire que peut-être on se trouve dans une situation où on connaît seulement la moitié du monde. La moitié du monde, la moitié des particules peut-être a pu échapper à notre observation directe. Et justement, l'un des sujets majeurs actuels de la physique des particules et interactions fondamentales, et aussi en un sens de la physique de l'observation de l'univers, consiste à chercher à mettre en évidence ces nouveaux objets, du moins bien sûr s'ils existent. Et donc il y a une hypothèse qui est très intéressante et à laquelle probablement beaucoup de gens adhèrent, c'est que peut-être la fameuse matière sombre qui semble constituer la majeure partie de notre univers serait effectivement constituée de ces nouvelles particules dont l'existence est prévue par les théories supersymétriques. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, en quelque sorte, on va revenir sur la notion de symétrie en rappelant que la physique des particules et interactions fondamentales, comme je l'ai déjà indiqué, s'appuie depuis très longtemps sur la notion de symétrie et un certain nombre de généralisations successives de la notion de symétrie. Alors, dans les notions de symétrie, qu'est-ce qu'il y a ? Quand on pense à une symétrie, la première symétrie à laquelle on pense en général, c'est la symétrie par rapport à un miroir. On prend un objet, on le regarde dans le miroir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une symétrie qui est une symétrie discrète, qui va échanger en quelque sorte, la main gauche et la main droite, qui va échanger les deux orientations gauche et droite de l'espace.
Et puis il y a d'autres symétries qu'on peut considérer, comme par exemple la symétrie par rapport à ce qu'on appelle le renversement du sens du temps, qui est une symétrie qui échangerait le passé et le futur. Et on peut se poser la question de savoir si oui ou non les lois physiques fondamentales sont invariantes par rapport à l'opération qui consisterait à échanger les rôles du passé et du futur. Et puis dans les symétries d'espace-temps, il y a un nombre de symétries, il y a un certain nombre de symétries qui sont bien connues, qui sont par exemple la translation. On prend un objet et on le déplace, et on sait que les lois physiques sont invariantes par translation dans l'espace, par translation dans le temps. La physique aujourd'hui, la physique demain, c'est la même physique. La physique ici, la physique là, c'est la même physique. Et aussi, les lois physiques sont invariantes par rapport aux rotations dans l'espace. Dans l'espace, bien entendu, dans l'espace vide, il n'y a pas de direction privilégiée. Donc ça, c'est un exemple de symétrie qu'on appelle les symétries d'espace-temps. Et puis, il y a d'autres symétries, et ça, Gérard Toft en a parlé hier, qu'on appelle les symétries de jauge. Alors, les symétries de jauge, on rencontre ça déjà en électromagnétisme. En électromagnétisme, simplement quand on considère un champ magnétique B, eh bien, en général, on a l'habitude de décrire ce champ magnétique B à partir d'une certaine expression mathématique qui s'appelle un potentiel vecteur. Et il y a plusieurs expressions possibles du potentiel vecteur qui correspondent à un même champ magnétique. Et il y a un principe général qui est le principe d'invariance de jauge qui consiste à dire que la physique ne doit pas dépendre du choix particulier de la représentation mathématique qui est faite pour la décrire. Ça, c'est un principe d'invariance de jauge et qui est à l'œuvre dans les diverses symétries entre particules, diverses symétries en interaction, notamment dans les théories dites de Yang et Mills, dont Gerhard Toft a parlé beaucoup hier. Voilà. Donc ça, c'est un certain nombre de généralisations de symétrie. Et tout à l'heure, on va parler un petit peu de supersymétrie. Alors, je reviens sur les symétries d'espace. Et les symétries d'espace, en fait, ont été généralisées à des symétries d'espace-temps, parce que dans le cadre de la relativité, l'espace et le temps jouent un petit peu le même rôle. Il y a des transformations qu'on appelle les transformations de Lorentz, qui sont capables un petit peu de mélanger les coordonnées d'espace et les coordonnées de temps. Et donc, finalement, quand on est dans le cadre de la théorie de la relativité, eh bien, au lieu de considérer séparément l'espace et le temps, on est amené à considérer l'ensemble de l'espace et du temps comme une entité unique, et on va décrire les événements comme étant des points ou des vecteurs dans un certain espace-temps. Et la théorie de la relativité nous dit finalement que les phénomènes sont invariants en quelque sorte, non seulement par rapport aux translations, par rapport aux rotations, mais aussi par rapport à des espèces de rotations généralisées qui mélangent un petit peu les rôles de l'espace et du temps. Donc ça, c'est la théorie de la relativité restreinte. La théorie de la relativité restreinte a été justement généralisée un peu plus tard par Einstein pour finalement l'étendre à des situations où l'espace-temps n'est pas un espace-temps plat, mais est un espace-temps courbe. Et à partir du moment où on décrit la physique dans un espace-temps courbe, et c'est ce que fait la relativité générale, eh bien la relativité générale fait apparaître la force de gravitation, en quelque sorte, comme une force d'inertie, parce qu'elle nous dit simplement qu'une particule soumise à une force de gravitation, c'est simplement une particule qui va tout droit, mais dans un espace-temps qui est lui-même courbé. Et qu'est-ce qui courbe l'espace-temps? Ce sont les masses, ou plus généralement, les densités d'énergie, donc à l'origine de la courbure de l'espace-temps. Donc on voit déjà que la notion d'espace joue un rôle important et on va être amené, de la même manière que j'ai dit tout à l'heure qu'on allait généraliser les notions de symétrie, on va aussi généraliser la notion d'espace. Et dans le cadre des théories de supersymétrie, la notion d'espace va être étendue et on va définir un petit peu plus tard ce qu'on va appeler un superespace. Qu'est-ce que ça va être le superespace? Alors dans le superespace, il va y avoir en quelque sorte des coordonnées. Comme d'habitude, on va retrouver les coordonnées usuelles d'espace, les trois coordonnées d'espace, la coordonnée de temps, qui permettent de localiser un événement, comme d'habitude, dans l'espace-temps ordinaire. Et puis, on va voir apparaître des coordonnées supplémentaires, un petit peu curieuses, dont je dirais un petit mot supplémentaire dans la suite, et c'est ce qu'on appelle des coordonnées anticommutantes. Alors, anticommutantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait le produit de deux de ces coordonnées, et si on change l'ordre, en changeant l'ordre, on trouve un signe moins.
Et donc, en quelque sorte, si j'ai deux coordonnées comme ça, que j'appelle θ, si j'ai θ1, θ2, si ces deux coordonnées sont anticommutantes, ça veut dire que le produit θ2, θ1 est égal à moins θ1, θ2. Avec comme conséquence, d'ailleurs, le fait que le carré d'une coordonnée anticommutante est nécessairement égal à 0. Donc on voit déjà que c'est des objets qui ont une existence mathématique, si vous voulez, mais c'est des objets un petit peu bizarres qui ne partagent pas les propriétés usuelles des coordonnées d'espace et de temps ordinaires. Donc ça, c'est une première chose. Ça va être les coordonnées anticommutantes qu'on va voir arriver dans le cadre des théories de supersymétrie. Et puis, il va y avoir une deuxième classe de coordonnées ou de dimensions supplémentaires qui peut exister. Ça peut être des espèces de composantes supplémentaires de l'espace, parce que de la même manière qu'on vit dans un espace à 3 dimensions, eh bien, on peut assez facilement, par la vue de l'esprit, imaginer que l'espace a peut-être pas seulement 3 dimensions, mais peut-être 5, peut-être 6, peut-être éventuellement plus. Alors évidemment, tout de suite, vous allez dire, mais on sait bien, on voit bien qu'on vit dans un espace à 3 dimensions, et ça c'est vrai. Donc l'une des questions immédiates qui se pose lorsque on entreprend de décrire ce que serait une physique dans un espace à dimensions supplémentaires, c'est où sont les dimensions supplémentaires? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Et un élément de la réponse, c'est que les dimensions supplémentaires, si elles existent, seraient en principe, pense-t-on, des dimensions supplémentaires qui sont extrêmement petites, quasiment réduites à des points dont les dimensions seraient inférieures à de l'ordre de 10 puissance moins 16 cm, par exemple. Donc, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, d'accord, merci. Donc, à ce stade, on va être amené à discuter deux sortes de dimensions supplémentaires, les dimensions supplémentaires anticommutantes de la supersymétrie et les dimensions supplémentaires ordinaires en quelque sorte, mais probablement extrêmement petites, des théories où l'espace-temps lui-même aurait des dimensions supplémentaires. Alors, il y a aussi les symétries discrètes, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Il y a les symétries dites de parité, qui associe les deux orientations gauche et droite de l'espace, la symétrie de renversement du temps, qui échange les rôles respectifs du passé et du futur. Et puis il y a une autre symétrie qui joue un rôle important dans le monde des particules élémentaires, c'est la symétrie dite de conjugaison de charge. Alors la symétrie dite de conjugaison de charge, j'ai parlé un petit peu d'antimatière tout à l'heure, eh bien la question se pose de savoir si on a un monde de matière, est-ce que il n'y a pas simplement un monde d'antimatière. Et effectivement, quand on a des atomes de matière, on sait, on a pu fabriquer un certain nombre d'atomes d'antimatière, et on sait que l'antimatière a au moins jusqu'à un certain point les mêmes propriétés que la matière. Et le fait que l'antimatière a à peu près les mêmes propriétés que la matière se traduit par le fait que l'opération de conjugaison de charge est, à peu de choses près, une bonne symétrie des lois de la physique fondamentale. Alors une bonne symétrie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que ça sera une symétrie des interactions fortes électromagnétiques et gravitationnelles, mais que ça ne sera pas une symétrie des interactions faibles. Donc si vous considérez les interactions faibles ne font pas jouer le même rôle à la matière et à l'antimatière, de la même manière que les interactions faibles ne font pas jouer le même rôle aux orientations gauche et droite de l'espace. Ça, c'est une propriété particulière des interactions faibles. Et puis, on verra apparaître tout à l'heure une nouvelle symétrie discrète qui s'appelle la R-parité, qui est aussi une sorte de nouvel opérateur parité, qui apparaît dans les théories supersymétriques. Et de la même manière que j'ai parlé de la symétrie de parité, qui associe la gauche et la droite et qui revient à changer le signe de la coordonnée d'espace, de la même manière que j'ai parlé de la symétrie de renversement du temps qui revient à changer le signe de la coordonnée de temps, et donc du coup j'échange les rôles du passé et du futur, et bien de la même manière la R-parité des théories supersymétriques qui jouera un rôle très important dans la discussion des propriétés expérimentales qui sont attendues pour les nouvelles particules des théories supersymétriques, eh bien cette R-parité, en fait, est associée à un changement de signe de la nouvelle coordonnée que j'avais appelée anticommutante, θ, que l'on trouve dans le superespace, en plus des coordonnées ordinaires d'espace-temps. Alors il faut voir que les symétries, c'est très utile parce que ça permet de relier entre eux des phénomènes qui, a priori, n'ont
pas grand-chose, ou même éventuellement rien du tout à voir entre eux au premier abord. Alors j'ai parlé de relativité tout à l'heure, et j'ai dit que la relativité mélangeait un petit peu les rôles de l'espace et du temps par le biais des transformations de Lorentz. Alors, ce qui est remarquable aussi en relativité, c'est que non seulement les transformations de relativité font jouer le même rôle à la coordonnée d'espace et à la coordonnée de temps, mais en même temps, ces transformations de Lorentz permettent d'associer le potentiel électrostatique qui est associé au champ électrique au potentiel vecteur A qui est associé au champ magnétique. Et donc, du coup, ces objets potentiels électrostatiques, potentiels du champ magnétique, viennent ensemble dans un objet unique. Cet objet unique est un quadrivecteur. Et cet objet unique qui est un quadrivecteur, on s'en sert pour décrire dans un même ensemble à la fois les composantes du champ électrique et du champ magnétique. Et donc, le fait d'avoir utilisé la symétrie de relativité qui fait jouer le même rôle au temps et à l'espace permet aussi de faire jouer le même rôle à l'électricité et au magnétisme. Et donc, par là même, on arrive à une première unification entre l'électricité et le magnétisme. Ça, c'est pas récent, puisque ça date d'il y a quasiment un siècle. Et donc, ça, on arrive à une théorie de l'électromagnétisme dont la symétrie fondamentale, c'est en fait la symétrie de relativité. Et la bonne manière de véritablement comprendre l'électromagnétisme, c'est dans le cadre des théories relativistes. Alors, en plus, l'électromagnétisme a une propriété absolument remarquable à laquelle j'ai déjà fait allusion tout à l'heure et dont Gerhard Hopf a parlé hier, c'est la propriété d'invariance ou de symétrie de jauge qui consiste à dire en quelque sorte que les phénomènes physiques ne dépendent pas de la représentation particulière que l'on peut choisir pour expliciter leur formulation mathématique. Donc on peut choisir une certaine représentation mathématique, une autre représentation mathématique. On peut passer de l'une à l'autre par une certaine transformation de symétrie qui s'appelle justement une transformation de jauge. Et le principe d'invariance de jauge nous dit justement que la physique ne dépend pas de la jauge choisie. Les phénomènes physiques ont une existence intrinsèque qui ne dépend pas de la jauge. Donc c'est ça ce que nous dit la symétrie de jauge. Alors jusqu'ici, j'ai parlé surtout de physique classique. Mais à un certain point, on sait que le monde devient quantique. Et donc quand le monde est quantique, eh bien, des particules comme l'électron et d'autres particules, le proton, etc., vont être décrits par une nouvelle équation qui s'appelle l'équation de Dirac. Et puis les champs eux-mêmes, comme le champ électromagnétique en premier lieu, va être quantifié. Et on sait que l'énergie électromagnétique apparaît sous forme de quanta. Ces quantas, c'est des espèces de petits grains de lumière qu'on appelle les photons. Et ce sont les échanges des photons entre particules chargées qui sont responsables de l'existence des interactions électromagnétiques. Et le champ électromagnétique lui-même, à ce moment-là, dans une théorie quantique de l'électromagnétisme, devient ce qu'on appelle un opérateur qui est capable de créer ou d'annihiler les quantas de lumière qui sont des photons. Et ces photons, on peut les comprendre aussi, on peut les voir comme étant des particules. Donc si ce sont des particules, eh bien on peut se demander si ces particules ont une masse. Et les photons sont des particules de masse nulle. Et le fait que les photons soient des particules de masse nulle est associé au fait, évidemment, qu'ils se propagent à une vitesse qui est la vitesse maximum possible de propagation d'une interaction et qui est bien évidemment ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, c. Et en plus, ces particules portent eux-mêmes un certain quantum de moment cinétique et ils portent une unité de moment cinétique. Et Gerhard Hopf a expliqué hier que le moment cinétique était mesuré en une unité particulière de la physique quantique qui s'appelle la constante h bar, ou encore h sur 2pi, où h est la constante de Planck. Et les diverses sortes de particules ont des spins qui sont des multiples soit entiers, à ce moment-là on les appelle des bosons, soit demi-entiers, à ce moment-là on les appelle des fermions, de la constante h bar. Donc à ce stade, on a une théorie quantique de l'électromagnétisme où on comprend les interactions électromagnétiques comme dues à des échanges de médiateurs. Et ces médiateurs sont les photons de spin 1 et de masse nulle qui sont échangés entre les particules chargées. Alors à partir de là, et en trouvant des généralisations de la notion d'invariance de jauge par le biais des théories dites de Yang et Mills,
eh bien, les physiciens ont construit au cours des années 60 et 70 le modèle standard des particules et interactions fondamentales. Et donc ça, c'était le sujet de la conférence de Gerhard Toft hier. Et donc, il nous a expliqué que les diverses sortes d'interactions étaient dues à des échanges de médiateurs. Ces médiateurs sont des bosons de jauge de spin 1. Ce sont les gluons qui sont les médiateurs des interactions fortes. Et ce sont les bosons intermédiaires W et Z qui sont les médiateurs des interactions faibles, en plus du photon, médiateur de l'interaction électromagnétique. Et donc toutes ces particules sont échangées entre les particules constituant de la matière, qui s'appellent les leptons et les quarks. Donc à ce stade, on arrive au modèle standard, qui a une construction absolument remarquable, qui décrit de manière quasi parfaite l'ensemble des phénomènes de physique des particules qui sont connus à ce jour. Et ces phénomènes sont décrits comme des échanges de bosons de jauge médiateurs des interactions faibles électromagnétiques et fortes entre des particules de spin 1,5 qui sont les constituants de la matière qu'on appelle les leptons. Donc parmi les leptons, il y a le neutrino, il y a l'électron et il y a 3 sortes de neutrinos plus 2 autres leptons chargés, et puis les quarks, et il y a en fait 6 sortes de quarks. Alors ça n'est pas tout, il y a en plus une particule supplémentaire qui s'appelle le boson de Higgs, qui est associé à la brisure spontanée de la symétrie de jauge électrofaible. Et cette brisure spontanée est nécessaire pour différencier les propriétés des interactions électromagnétiques, dans lesquelles le photon est une particule de masse nulle, ce qui est lié au fait que les interactions électromagnétiques sont de portée infinie, au fait que les interactions faibles sont de portée extrêmement petite, puisque la portée des interactions faibles est de l'ordre de 10 puissance 16 mètres, ou 10 puissance moins 10 puissance moins 16 cm, 10 puissance moins 18 mètres. Et donc il faut différencier les interactions faibles et les interactions électromagnétiques. Et cette différenciation se fait par l'intermédiaire d'une brisure spontanée de symétrie. Et cette brisure spontanée de symétrie est accompagnée de l'existence, toujours hypothétique, d'une particule de spin 0 qui s'appelle le boson de Higgs. Et on espère fortement que le boson de Higgs sera mis en évidence auprès du LHC, qui est l'accélérateur proton-proton, actuellement en construction au CERN. Donc à ce stade, on a tout lieu d'être extrêmement satisfait, et à la limite, on pourrait dire, bon, bah, tout marche bien, on s'arrête là, ou peu s'en faut, il ne manque que le boson de Higgs, mais on a vraiment confiance qu'on va trouver le boson de Higgs au LHC, donc on est en phase d'une construction, semble-t-il, qui est quasiment achevée. Alors évidemment, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que le modèle standard, même si c'est une construction remarquable, a un certain nombre de limitations théoriques et il y a un certain nombre de questions qui se posent auxquelles le modèle standard n'est pas capable de répondre. Bon, d'abord, il y a une bonne vingtaine de paramètres arbitraires. Et puis, les symétries, finalement, on voudrait en savoir plus sur les symétries. Pourquoi on a telle ou telle symétrie qui est à l'œuvre pour les interactions fortes, et puis une autre symétrie pour les interactions faibles, encore une autre pour les interactions électromagnétiques. Pourquoi il y a 3 sortes de familles pour les quarks et des leptons? Quelle est l'origine des masses des particules? Pourquoi l'électron est 200 fois plus léger que le muon, etc. Pourquoi le muon est 20 fois plus léger que son cousin, qui s'appelle le tau, etc. Comment les neutrinos peuvent-ils acquérir des masses? Comment ils peuvent osciller d'une espèce à une autre? Et puis on voudrait comprendre un peu mieux le rôle et la nature des interactions des bosons de Higgs. On aimerait bien arriver à travailler dans une situation où les interactions fortes, électromagnétiques et faibles pourraient éventuellement devenir unifiées et pour former une seule interaction. Mais ça se passerait très probablement uniquement à des valeurs très très grandes de l'énergie qu'on n'est pas capable actuellement d'atteindre directement. Puis un autre problème qui est très grave, c'est que jusqu'ici j'ai très peu parlé de la gravitation. J'ai dit que la gravitation était très bien décrite par la relativité générale, mais la gravitation est très bien décrite par la relativité générale en tant que théorie classique. Classique, ça veut dire non quantique. Et donc il y a des problèmes très graves qui se posent lorsqu'on cherche à mettre ensemble la gravitation et la relativité générale et la physique quantique. Il y a une espèce de clash bien connu entre ces deux choses, et dans l'état actuel des choses, mais on ne sait pas véritablement comment résoudre ce désaccord profond entre ces deux types de théories, sauf peut-être dans le cadre des théories des cordes qui seront abordées plus tard dans cette série d'exposés.
Puis un certain nombre d'autres questions qui se posent à propos du contenu et de l'évolution de l'univers. Alors dans l'univers, déjà, il y a plein de questions qui se posent avant même qu'on ait mis quoi que ce soit dedans. Alors la question, c'est la question de l'énergie du vide et la question de la constante cosmologique. Alors déjà, pour un univers vide, même quand il n'y a rien dedans, on peut se demander si est-ce que l'univers vide est associé à un espace-temps qui est plat ou bien à un espace-temps qui pourrait être déjà intrinsèquement courbé, puisque la relativité générale autorise en fait, par le biais de la fameuse constante cosmologique, qui ne plaisait pas du tout à Einstein, autorise un univers même vide à être intrinsèquement courbé. Donc ça pose des problèmes. Et puis ensuite, si vous regardez le vide du point de vue de la théorie des champs, eh bien, du point de vue de la théorie des champs, le vide est déjà une notion relativement complexe, avec possibilité de création virtuelle de paires particules-antiparticules. Et donc le vide, au sens de la théorie des champs, c'est déjà quelque chose qui a ou devrait avoir une densité d'énergie très importante et aussi une pression qui est associée à la densité d'énergie. Donc le vide doit avoir une densité d'énergie, le vide doit avoir une pression. Et à ce moment-là, ça pose un problème, puisqu'on sait bien qu'en relativité, on l'a rappelé tout à l'heure, les masses courbent l'espace-temps. Donc les masses courbent l'espace-temps, les énergies et les densités d'énergie courbent l'espace-temps. Donc si le vide a une densité d'énergie, le vide doit courber l'espace-temps. Et on est ramené à la question un petit peu précédente, c'est-à-dire un univers même vide devrait déjà être extrêmement courbe, avoir un espace-temps qui est tout à fait courbé. Alors on sait bien que ce n'est pas le cas, puisque l'espace-temps, au moins à des échelles qui sont de l'ordre des échelles qu'on connaît, des échelles de l'ordre des systèmes planétaires et même beaucoup plus, est remarquablement plat. Et donc, la question qui se pose à ce moment-là, c'est si le vide a une densité d'énergie, et il y a tout lieu de penser que le vide doit avoir une certaine densité d'énergie, eh bien, comment la densité d'énergie du vide peut-elle être aussi fantastiquement petite par rapport à tous les ordres de grandeur avec lesquels on est en train de traiter en physique des particules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique. C'est un problème, en fait, pour lequel on n'a pas encore apporté de solution. Et on espère que les théories supersymétriques seraient capables, disons, de nous mener sur la voie d'une résolution de ce genre de problème. Mais ça n'est pas fait pour l'instant. Puis il y a d'autres questions qui arrivent avec l'origine de la matière. C'était une question qui avait déjà été posée hier. C'était d'où vient la matière de l'univers? Pourquoi on est fait de matière? Et s'il y a quelque part de l'antimatière dans l'univers, pourquoi finalement l'antimatière ne s'est pas annulée avec la matière et au final il resterait essentiellement rien du tout? Donc quelle est l'origine de la prépondérance de la matière sur l'antimatière? Et puis, quelle est la nature de la matière sombre? Parce qu'on sait que la matière usuelle ne constitue qu'un très petit pourcentage de l'univers en termes de densité d'énergie. Et donc, tout le reste, c'est de la matière sombre, qui est environ 25% de l'univers, ou de l'énergie sombre, qui constituerait en gros 75% environ de la densité d'énergie de l'univers. Alors, à ce moment-là, la question est, qu'est-ce que la matière sombre? Qu'est-ce que l'énergie sombre? Puis il y a un certain nombre de questions qui se posent au sujet des lois physiques, parce que les lois physiques, on les a étudiées dans le laboratoire, et on cherche à les extrapoler le plus loin possible. Et donc, on voudrait bien être capable d'extrapoler les lois physiques fondamentales jusqu'au niveau des premiers instants de l'univers. Mais au niveau des premiers instants de l'univers, beaucoup de choses peuvent avoir changé. C'est-à-dire, on parlait de dimensions supplémentaires tout à l'heure, eh bien l'univers dans lequel on vit actuellement a 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps, mais finalement, peut-être que dans les premiers instants de l'univers, eh bien, l'univers, il avait plus que 3 dimensions. Peut-être qu'au lieu d'en avoir 3, il en avait 5, peut-être qu'il en avait 9. Donc c'est ce genre de questions auxquelles on est amené à s'intéresser. Donc on ne peut pas se satisfaire du seul modèle standard. On est conduit, qu'on le veuille ou non, à étudier la physique au-delà du modèle standard. Et donc quels sont nos outils pour chercher à étudier la physique au-delà du modèle standard? Alors en gros, il y a 2 voies possibles. L'une des voies, ça consisterait à dire, oh mais là, on a déjà beaucoup de leptons, beaucoup de quarks, peut-être que ces leptons et ces quarks ne sont pas véritablement des particules fondamentales, peut-être que ces leptons et ces quarks sont eux-mêmes des particules composées, formées à partir d'entités plus fondamentales, auxquelles on a pu donner un nom, on les a appelés à un moment les préons, des choses comme ça. Donc ça, c'est une voie qu'on peut explorer, mais qui ne s'est pas révélée jusqu'ici extrêmement fructueuse. Donc on n'a à ce stade aucune raison de penser que les quarks et les leptons soient des particules composées.
Donc dans ces conditions, on continue à travailler dans l'hypothèse où quarks et leptons sont des particules fondamentales. Mais on cherche à voir si, dans l'univers, il n'y aurait pas plus de symétrie que les symétries qu'on a mis en évidence actuellement, c'est-à-dire la symétrie de la relativité, la symétrie des interactions faibles électromagnétiques, les symétries de Yang-Mills, les symétries de la chromodynamique quantique. Alors si on cherche à faire ça, dans quelle direction peut-on aller? Alors il y a deux grandes directions qui sont envisageables. La première, ça serait de dire, bon, eh bien, on a des leptons et on a des quarks, et on pourrait chercher à établir des relations entre les leptons et les quarks. On pourrait chercher à établir des relations entre les bosons W, Z et le photon, qui sont les médiateurs des interactions électromagnétiques et faibles. Eh bien, ces médiateurs, on pourrait chercher à les relier aux gluons de spin 1, qui sont les médiateurs des interactions fortes. Et donc, si on fait ça, ça c'est l'approche dite de la grande unification, où on met toutes ces particules, W, Z, gamma et gluons, ensemble dans un multiplet unique de bosons de jauge, qui contiendrait d'ailleurs non seulement ces bosons de jauge-là, mais aussi de nouveaux bosons de jauge. Et à ce moment-là, si on fait ça, c'est l'approche de la grande unification, où les interactions électrofaibles pourraient être unifiées avec les interactions fortes, en une sorte d'interaction unique, qu'on pourrait appeler l'interaction de grande unification, et qui se manifesterait sous sa forme symétrique uniquement à des énergies extrêmement élevées, de l'ordre de 10 puissance 16 fois l'énergie de masse d'un proton au repos, par exemple. Et à ce moment-là, les leptons et les quarks, au lieu de des entités complètement séparées, apparaîtraient comme deux états différents d'une particule unique, avec possibilité de passer, pour cette particule, de l'état lepton à l'état quark. Et donc ça nous amènerait à un certain nombre de conséquences potentielles extrêmement importantes, parce que dans ce genre de théorie, eh bien, si on est amené à discuter la possibilité que des quarks puissent se transformer en leptons, eh bien, si cette transformation se produit pour les 3 quarks qui composent par exemple un neutron, eh bien, ça nous dit, ou un proton, ça nous dit que le proton lui-même, qui jusqu'ici était une particule qui apparaissait comme absolument stable, pourrait, dans le cadre des théories de grande unification, se désintégrer en d'autres particules, comme un positron par exemple et un pi. Donc ce genre de processus est susceptible de se produire dans le cadre des théories de grande unification. Mais ça n'est pas la direction principale que je veux explorer aujourd'hui. Ce qu'on veut explorer ici, c'est une autre direction qui consiste à tenter, au lieu de relier les leptons avec les quarks et au lieu de relier les W et Z avec les gluons, à essayer de travailler en quelque sorte dans une direction perpendiculaire. Chercher à établir des relations entre des particules de spin 1,5 qu'on appelle des fermions et des particules de spin 1 qu'on appelle des bosons. Et donc ça, en principe, c'est ce que la supersymétrie est capable de faire. La supersymétrie, en principe, est capable d'établir des relations entre des bosons et des fermions. Alors, il faut rappeler un petit peu ce que c'est que les bosons et les fermions. Je l'ai dit tout à l'heure. Les bosons sont les particules de spin entier. Le spin, c'est le moment cinétique intrinsèque porté par une particule. Et les fermions sont les particules de spin demi-entier. Alors, pourquoi on a donné ces noms aux bosons d'une part, aux fermions d'autre part? C'est parce que ces particules ont des propriétés statistiques différentes. Ça veut dire que pour des fermions, par exemple, eh bien, quand vous avez des fermions, eh bien, vous pouvez en mettre un seul au maximum dans un même état quantique. C'est impossible d'avoir 2 fermions dans le même état quantique. Et au contraire, pour des bosons, eh bien, quand on a affaire à des bosons, on peut en mettre éventuellement, si on a envie, 1, 2 ou même beaucoup dans le même état quantique. Donc les bosons acceptent tout à fait d'être entassés dans le même état quantique si c'est nécessaire, alors que les fermions le refusent absolument. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Donc les bosons et les fermions sont des particules qui ont des propriétés statistiques absolument différentes. Et la supersymétrie permet néanmoins d'établir des relations entre des bosons et des fermions. Alors évidemment, ce qu'on se dit, c'est que si tout cela, s'il y a du vrai dans tout ça, on pourrait envisager de relier les fermions de spin 1,5 constituant de la matière, comme les électrons, les quarks, etc. On pourrait envisager de les relier aux bosons. Les bosons, ce sont le photon, les gluons, WZ, qui sont les messagers des interactions. Et arriver ici à une sorte d'unification entre force et matière. Donc ça, c'est très attirant comme idée. Au lieu de dire, bon, on a ici les forces qui sont dues aux bosons et la matière
qui est constitué de fermions, eh bien, tenter d'avoir une unification entre force et matière qui serait due à la supersymétrie. Donc l'idée est extrêmement attirante, mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas, donc soit on dit évidemment on baisse les bras, et ça veut dire que bon, la supersymétrie était une idée en principe attractive, mais qui n'a pas de réalisation dans le monde physique réel. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a une autre voie, qui est celle qu'on discute ici, c'est de continuer à essayer d'utiliser la supersymétrie pour qu'elle participe à la description du monde physique, et ça à cause des tas de propriétés intéressantes qu'elle a sur le plan de la théorie des champs, mais que je n'ai pas le temps de détailler ici, et à ce moment-là de voir quelles seraient les conséquences de cette idée de supersymétrie. Et les conséquences de cette idée de supersymétrie, eh bien dans ce cas, ça serait ce que j'ai indiqué tout à l'heure, un doublement du nombre de particules, chaque particule ordinaire du modèle standard étant associée à un partenaire par des transformations de supersymétrie. Alors si je parle de transformations de supersymétrie, qu'est-ce qu'elles font, ces transformations de supersymétrie? Alors dans la supersymétrie, il y a une structure algébrique qui est indiquée ici, mais je ne vais pas la commenter ici. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la supersymétrie, il y a des transformations, et les transformations sont telles que si je prends une particule de spin entier qui a un boson, je lui fais subir la transformation, ce boson est transformé en fermion, et le fermion est transformé en boson. Et le générateur de la supersymétrie, comme il peut faire passer d'un boson à un fermion, du coup porte lui-même une demi-unité de spin. Alors il y a une chose qui est intéressante à voir, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait 2 fois une transformation de supersymétrie. Et si on fait 2 fois une transformation de supersymétrie, en les composant d'une certaine manière, qui s'appelle l'anticommutation, eh bien ce qu'on arrive à fabriquer, on arrive à fabriquer, par composition de 2 transformations de supersymétrie, on arrive en quelque sorte à reproduire une translation. Donc c'est ça qui est très intéressant dans le cadre de la supersymétrie, c'est qu'il y a un lien fondamental entre la supersymétrie et les translations dans l'espace-temps. Et donc, à la limite, en faisant quand même un certain abus de langage, mais on pourrait se représenter un petit peu naïvement les supersymétries comme étant des sortes de racines carrées des translations, au sens où en faisant 2 fois une transformation de supersymétrie, eh bien vous arrivez à fabriquer le générateur des translations qui vous sert à déplacer les particules et les objets dans l'espace-temps. Et donc les translations, l'invariance par translation et l'invariance par transformation générale des coordonnées, ça c'est à la base de la théorie de la relativité générale. Et la théorie de la relativité générale, c'est la théorie de la gravitation. Et donc du coup, quand on joue ce jeu de la supersymétrie, et si un jour on s'amuse à chercher à construire des théories qui sont invariantes par rapport à des transformations de supersymétrie locale, c'est-à-dire je transforme le boson en fermion, ici, ou bien là, mais la transformation que je fais ici n'est pas nécessairement la même que la transformation que je fais là. Donc ça s'appelle les transformations de supersymétrie locale. Ça s'appelle aussi les théories de supergravité. Et ces théories de supergravité, qui ont un lien très profond avec la relativité générale, et permettent finalement une introduction naturelle de la relativité générale et donc de la gravitation dans le monde des particules élémentaires. Et tout ça, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, ça se décrit très gentiment dans un superespace où il y a des coordonnées ordinaires, coordonnées d'espace, coordonnées de temps, et puis en plus ces nouvelles coordonnées supplémentaires un petit peu bizarres que j'avais appelées des coordonnées anticommutantes, qui ont la propriété que le carré d'une coordonnée est simplement égal à 0. Alors à ce stade, on peut dire, bon, mais tout ça c'est très bien, mais c'est de l'algèbre, c'est du formalisme, ce sont à la limite, si on voulait être méchant, des élucubrations. Et est-ce que tout ça, ça peut s'appliquer à notre compréhension du monde physique? Donc ça, ce sont les questions qu'on s'est posées il y a très très longtemps, il y a presque 30 ans maintenant. Et quand on regarde les choses d'une manière superficielle, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait des obstacles colossaux qui semblaient s'opposer à ce que la supersymétrie puisse être une symétrie des lois physiques fondamentales. L'une des premières choses, c'est que à partir du moment où vous mettez les bosons et les fermions ensemble dans des représentations de la supersymétrie, eh bien les bosons et les fermions auraient dû avoir des masses égales. Et donc ça posait un certain nombre de problèmes liés à la brisure
de la supersymétrie, parce qu'au début, la brisure de la supersymétrie, ça semblait quelque chose d'absolument impossible. Bon, puis finalement, on y est arrivé un petit peu plus tard. Et puis, il y a une autre question qui s'est posée. Bon, bah, c'est très bien de relier les bosons et les fermions, mais lesquels ? Est-ce que dans les bosons qu'on connaît, les fermions qu'on connaît, il n'y en a pas qu'on serait capable de relier entre eux? Alors évidemment, on a essayé de faire ça. Et on a trouvé deux candidats relativement évidents, l'un étant le photon, qui est neutre, de masse nulle, de spin 1, et l'autre étant le neutrino étant une particule neutre aussi, de spin 1,5 et de masse nulle ou quasiment nulle. Donc évidemment, au début, on a cherché d'établir des relations entre le photon et le neutrino. On a cherché en même temps à établir des relations entre le W, qui est le partenaire du photon par interaction faible, et qui est lui-même le médiateur des interactions faibles. On a cherché à relier le W à l'électron étant lui-même le partenaire du neutrino par les interactions faibles. Ce qui veut dire que photon et W viennent ensemble dans un même multiplet d'interactions faibles, et neutrino et électron viennent ensemble dans un même multiplet d'interactions faibles. Donc on a tenté de faire ce genre de relation, de chercher à établir ce genre de relation dans les premières années de la supersymétrie. On a tenté de relier les gluons aux quarks, etc. Donc tout ça, on peut envisager de le faire au début, mais on s'aperçoit très rapidement que ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher, en fait. Et le partenaire du photon par supersymétrie ne peut être identifié à aucun des neutrinos connus. À l'époque, il y en avait deux. Maintenant, on sait qu'il y en a trois. Il y a le neutrino de l'électron, le neutrino du muon, le neutrino du tau. Et le partenaire du photon par supersymétrie ne peut être identifié à aucun des trois. Donc, s'il peut être identifié à aucun des trois, ça veut dire que c'est en quelque sorte une nouvelle sorte de neutrino, une espèce de neutrino du photon. Et donc, ce neutrino du photon, on l'a appelé un petit peu plus tard, pas très longtemps après, on l'a appelé le photino. Et donc, du coup, on est dans une situation où on dit, si on veut utiliser la supersymétrie pour décrire les particules physiques, eh bien, on ne peut pas utiliser la supersymétrie pour relier entre elles les particules qu'on connaît, mais on doit utiliser la supersymétrie, en quelque sorte, pour dire que les particules qu'on connaît, photons, gluons, quarks, etc., eh bien, ont des partenaires, ont des reflets par supersymétrie, qui sont des nouvelles particules. Et on est conduit à doubler, en quelque sorte, le monde des particules élémentaires en associant à chaque particule connue des super-partenaires qui sont en quelque sorte les reflets par supersymétrie des particules ordinaires et qui auraient jusqu'ici échappé à notre observation directe. Donc ça veut dire que ça nous amène à considérer tout un supermonde formé de squarks, leptons, gluinos, photino, neutralino, chargino, gravitino, etc. Il y a un bestiaire un petit peu amusant, avec des tas de nouveaux objets qui ont des propriétés intéressantes et qui interagissent entre elles dans le cadre de ce qu'on appelle l'extension supersymétrique du modèle standard, donc qui reproduit en quelque sorte le modèle standard que Gerhard Toft avait décrit hier, mais en le doublant par le fait que les particules ont leurs images par supersymétrie. Et même un petit peu plus, c'est-à-dire non seulement les particules ont toutes leurs images par supersymétrie, mais il y a encore d'autres objets nouveaux qu'il faut introduire. Il y a plus de bosons de Higgs. Dans le modèle standard, on avait vu qu'il y a un seul boson de Higgs qui est neutre. Eh bien, dans l'extension supersymétrique du modèle standard, on est conduit à introduire un petit peu plus de champs de Higgs. Introduire un peu plus de champs de Higgs, ça veut dire qu'on va se trouver à la tête de non seulement plusieurs bosons de Higgs neutres, mais aussi, il faut supposer l'existence de bosons de Higgs chargés. Alors tout ça, c'est très bien, mais ces particules, jusqu'ici, on ne les a pas vues. Donc, comment détecter ces nouvelles particules si elles existent? Et donc, comment se distinguent-elles des particules ordinaires? Alors, elles se distinguent des particules ordinaires, évidemment, par leur spin, puisque le générateur de supersymétrie porte une demi-unité de spin, et elles s'en distinguent aussi par leur masse. C'est-à-dire qu'alors que les particules ordinaires du modèle standard sont relativement légères pour la majeure partie d'entre elles, à l'exception des bosons W, Z et du quark top, eh bien, on pense que leurs partenaires par supersymétrie sont des particules lourdes. Les particules lourdes ayant des masses de au moins une centaine de GeV, parce qu'on n'a pas été capable de les produire jusqu'ici dans les accélérateurs. Et donc, on attend d'avoir des accélérateurs plus puissants, comme le LHC,
pour être capable de produire directement ces particules. Alors évidemment, il y a une question tout de suite qui se pose, qui est, mais si on ne les produit jamais, est-ce que vous voudrez toujours avoir un accélérateur un peu plus puissant, ou bien est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête? Est-ce qu'il y a en quelque sorte une espèce de borne supérieure sur les masses de ces nouvelles particules prévues par les théories supersymétriques? Et en fait, il y en a. C'est-à-dire, on s'attend à ce que les masses des superpartenaires prévus dans les théories supersymétriques soient inférieures ou de l'ordre de 1000 fois l'énergie de masse d'un proton au repos. Alors pourquoi ça? Parce que si la situation était différente, si les masses des particules supersymétriques devaient être, au lieu de 1000 fois la masse d'un proton, si elles devaient être, mettons, 100 000 fois la masse d'un proton, eh bien à ce moment-là, on aurait un problème, on n'arriverait pas à comprendre comment la masse du W peut être de l'ordre d'une centaine de fois la masse d'un proton. Si quelque part on construit une théorie où il y a une nouvelle échelle de masse très très grande, cette théorie avec une nouvelle échelle de masse très très grande, eh bien la grande échelle de masse tend à contaminer l'échelle de masse qui est associée aux interactions faibles, qui est la masse du W ou la masse du Z, environ 100 fois la masse du proton. Donc là, on a un problème. Donc du coup, on est confiant dans le fait que les particules dites supersymétriques, si elles existent, ne peuvent pas être infiniment lourdes, et on s'attend à ce que leur masse soit au plus de l'ordre de 1000 fois la masse du proton. Et donc, du coup, on a bon espoir que ces particules puissent être détectables par le futur collisionneur LHC, actuellement en construction au CERN. C'est un collisionneur qui doit chercher à étudier des interactions en établissant des chocs entre des protons et des antiprotons, où les protons et les antiprotons auraient chacun 7 TeV d'énergie. Et donc, en principe, cette énergie devrait être assez largement suffisante pour produire des particules supersymétriques dont les masses satisferaient à cette inégalité. Alors, ces nouvelles particules aussi, on est conduit à leur attribuer un nouveau nombre quantique qui s'appelle la R-parité. J'ai parlé au début de symétrie discrète, comme la parité, la conjugaison de charge, le renversement du temps, etc. Il y a une nouvelle symétrie discrète dans le cadre des théories supersymétriques qui s'appelle la R-parité, qui, s'il n'y avait pas la supersymétrie, ne vous servirait à rien, puisqu'elle vous dit simplement que toutes les particules du monde ordinaire ont une R-parité qui est plus 1, mais cette caractéristique de R-parité, au contraire, est égale à moins 1 pour les nouvelles particules qui sont prévues dans le cadre des théories de supersymétrie. Et cette R-parité a en principe comme propriété d'être reliée de manière intrinsèque au nombre baryonique et au nombre leptonique. Donc je rappelle, le nombre baryonique, c'est un nombre porté par les quarks, qui sont les constituants des protons et des neutrons. Et le nombre leptonique, c'est le nombre qui est porté, par exemple, par les électrons et par les neutrinos. Et jusqu'ici, ces nombres baryoniques et leptoniques se sont révélés être extrêmement bien conservés. Donc on a toute raison de penser que cette R-parité des théories supersymétriques, parce qu'elle est reliée intrinsèquement à la conservation des nombres baryoniques et leptoniques, doit être en principe, elle aussi, extrêmement bien conservée. La conséquence de ça, c'est que les nouvelles particules, si on les produit, on ne peut pas en produire une toute seule, on doit les produire en paires. Et une fois qu'on les produit en paires, quand on a une nouvelle particule superpartenaire qui est produite, en principe, elle est instable. Elle va se désintégrer. Mais elle va se désintégrer, mais en produisant aussi, parmi ces produits de désintégration, une autre des nouvelles particules, avec comme résultat que la plus légère des nouvelles particules supersymétriques, de R parité égale à moins 1, doit normalement être stable. Elle est stable puisque c'est la plus légère des particules de R égale moins 1, et il n'y a plus personne pour se désintégrer à un niveau de masse inférieur. Alors si elle est stable et si elle ne peut pas se désintégrer, mais elle doit être encore là. Et donc cette particule, dont on considère en général qu'il s'agit d'un neutralino, une particule neutre, eh bien c'est en fait un candidat quasi idéal pour former la matière sombre qui semble être présente et constituer la plus grande partie de la matière de notre univers. Alors, la R-parité donc, a des conséquences très importantes pour l'univers, puisque ça nous dit que le neutralino est stable et c'est peut-être la matière noire de l'univers, et ça a des conséquences aussi très importantes pour les accélérateurs, parce que ça nous donne un signal qui nous permet de rechercher
les particules supersymétriques dans les accélérateurs, qui est un signal d'énergie manquante. Un signal d'énergie manquante, ça veut dire que si vous produisez en paire des particules supersymétriques, à un certain moment, elles vont se désintégrer, très rapidement d'ailleurs, et donc vous allez produire deux neutralinos. Et ces deux neutralinos, ils vont s'échapper. Et ils vont s'échapper en emportant de l'énergie. Et comme ils s'échappent en portant de l'énergie, cette énergie vous échappe, donc vous avez l'impression qu'il y a un défaut d'énergie, que la loi de conservation de l'énergie est mise en défaut. Évidemment, dans une telle situation, elle ne serait pas mise en défaut, mais c'est simplement le fait que les neutrinos qui quittent le détecteur sans interagir emportent avec eux une certaine quantité dite d'énergie manquante. Et c'est comme ça qu'on recherche le plus souvent les effets de désintégration des particules supersymétriques auprès des collisionneurs de particules. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? Donc, la supersymétrie nous apporte des tas de bonnes choses. Donc là, j'ai un transparent un peu chargé que je ne vais pas commenter en détail, mais ça nous aide à comprendre un certain nombre de choses relatives aux interactions des bosons de Higgs. J'ai indiqué tout à l'heure que ça nous donnait un candidat remarquable pour la matière noire. La supersymétrie nous apporte la possibilité d'avoir une introduction relativement naturelle de la relativité générale et donc de la gravitation en physique des particules. Et puis aussi, si on regarde ensemble les interactions faibles, électromagnétiques et fortes. Jusqu'ici, j'ai très peu parlé de grande unification, mais si on veut mettre ensemble ces interactions faibles, électromagnétiques et fortes pour les considérer comme trois facettes différentes d'une même interaction unique qui serait une interaction de grande unification, eh bien, il faut que les forces respectives de ces trois interactions, qui sont très différentes à basse énergie, mais qui évoluent avec l'énergie, il faut que les forces respectives de ces trois interactions viennent confluer vers une même valeur à très haute énergie. Et ça, c'est une condition nécessaire pour que les interactions faibles, électromagnétiques et fortes puissent être grandes unifiées, comme on dit, à haute énergie. Et ce qui se passe, c'est que si on ne met pas la supersymétrie dans le jeu, eh bien, on n'arrive pas véritablement, comme il faut, à mettre ensemble les interactions faibles, électromagnétiques et fortes, alors qu'au contraire, si on fait intervenir les nouvelles particules, gluinos, quarks, xino, etc., prévues par la supersymétrie, alors à ce moment-là, les coefficients de couplage des interactions faibles, électromagnétiques et fortes convergent bien vers une même valeur à très haute énergie, rendant ainsi possible une grande unification des interactions faibles, électromagnétiques et fortes. Bon, puis il y a l'espoir, grâce à la supersymétrie, d'avancer vers la solution d'un certain nombre de problèmes dont je n'ai pas eu le temps de vous parler en détail. Alors à partir de là, on peut aller encore plus loin, au-delà de la supersymétrie. Au-delà de supersymétrie, on peut chercher à discuter des théories où il y aurait plus de supersymétrie. C'est-à-dire non pas seulement une seule supersymétrie, mais un nombre qu'on appelle n égale 2 ou n égale 4 générateurs de supersymétrie. C'est ce qu'on appelle les théories de supersymétrie étendue. Et quand on étudie les théories de supersymétrie étendue, on découvre que les théories de supersymétrie étendue s'expriment naturellement dans le cadre des théories où il y a des dimensions supplémentaires. Et donc on revient aux dimensions supplémentaires de l'espace-temps. C'est qu'à ce moment-là, si vous discutez la supersymétrie étendue, vous êtes amené aussi à discuter des situations où l'espace-temps n'a pas seulement 3 plus 1 dimension, c'est-à-dire 4, comme l'espace-temps ordinaire de la relativité, mais peut-être 6, peut-être 10 dimensions, peut-être même plus. Alors à ce moment-là, on se pose la question, où sont les dimensions supplémentaires ? Alors, on a pu penser au début que peut-être elles étaient de l'ordre de ce qu'on appelle la longueur de Planck, qui est une quantité vraiment la caractéristique de la dimension la plus petite qu'on peut imaginer, c'est 10 puissance moins 33 cm. C'est la longueur à laquelle les effets quantiques de la gravitation deviendraient des effets importants. Ce sont ces effets justement qu'on ne peut pas décrire dans le cadre de la relativité générale, puisque la relativité générale quantique n'a pas vraiment de sens. Mais c'est l'ordre de grandeur de la distance à laquelle les effets quantiques de la relativité générale doivent devenir cruciaux. Alors peut-être que les dimensions supplémentaires seraient extrêmement petites, mais il y a une chose qui est beaucoup plus intéressante et qui a été discutée en détail
ces dernières années, et même depuis un peu plus de temps que ça, c'est le fait que les dimensions supplémentaires, au lieu d'être de l'ordre de la longueur de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 33 cm, peut-être elles pourraient être de l'ordre des grandeurs qui sont associées aux interactions faibles. Et je rappelle la portée des interactions faibles, c'est 10 puissance moins 16 cm. Et donc, il est tout à fait envisageable que les dimensions supplémentaires, au lieu d'être de l'ordre de 10 puissance moins 33 cm, soient beaucoup plus grandes. Alors, grandes par rapport à 10 puissance moins 33, mais à ce moment-là, ça nous fait 10 puissance moins 16 ou moins 17, donc c'est quand même tout à fait microscopique. Mais il est tout à fait envisageable que ce soit des dimensions supplémentaires ayant des tailles de cet ordre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Si les dimensions supplémentaires avaient des tailles de l'ordre de 10 puissance moins 16 ou de moins 17 cm, à ce moment-là, on pourrait sonder ces distances grâce aux accélérateurs de particules, puisque on a une relation due à la mécanique quantique entre les échelles de distance et les échelles d'énergie. Donc plus les énergies dont on dispose sont grandes, plus on est capable de tester la structure des interactions, des particules, de l'espace lui-même, sur des échelles de distance de plus en plus petites. Donc en gros, avec l'échelle d'énergie du LHC, c'est-à-dire quelques TeV, on devrait être capable de sonder la structure de l'espace sur des distances qui pourraient être de l'ordre de 10 puissance moins 16 ou moins 17 cm. Et à ce moment-là, eh bien, on aurait la possibilité, si ce genre de schéma a quelque chose à voir avec la réalité, de détecter à la fois la supersymétrie et les dimensions supplémentaires auprès des collisionneurs de particules. Et donc, il y a un certain nombre de scénarios qui ont été développés où l'existence des dimensions supplémentaires se manifesterait par le fait que les particules, au lieu d'arriver en double exemplaire grâce à la supersymétrie, elles arriveraient en fait en un nombre infini d'exemplaires. Il y aurait des espèces de tours d'état qui seraient de plus en plus lourds. Donc chaque particule serait reproduite à l'infini et il y aurait des séries infinies de copies pour chacune des particules. Il y a d'autres scénarios encore qui ont été discutés, mais je n'ai pas le temps d'en parler plus maintenant. Alors peut-être faut-il commencer à conclure. Donc en conclusion, on peut se poser la question, sommes-nous aux portes du supermonde où nous allons enfin découvrir les reflets par supersymétrie de toutes les particules connues? Ou bien celui-ci est-il encore en dehors de notre portée? Ou peut-être n'est-ce qu'un pur produit de notre imagination? Mais quand même, la matière noire est là. La matière noire, alors, est-elle formée de ces fameuses particules supersymétriques, de ces neutralinos? Et ces neutralinos aussi, s'ils constituent la matière noire, eh bien, on espère les découvrir auprès des grands collisionneurs comme le LHC du CERN dans quelques années. Et en même temps, on a discuté le fait que l'espace lui-même pourrait avoir des dimensions supplémentaires, en plus des dimensions anticommutantes de la supersymétrie, et qu'à ce moment-là, les particules, eh bien, elles pourraient exister en un nombre infini d'exemplaires de plus en plus lourds. Et à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien, on verrait apparaître des phénomènes tout à fait spectaculaires auprès de collisionneurs dans le LHC. Alors évidemment, vous vous êtes rendu compte que les théoriciens ont ici donné libre cours à leur imagination. Donc on peut discuter du degré de plausibilité de toutes ces constructions. Et donc les expériences sont plus que jamais indispensables pour confirmer ou infirmer ces théories et mettre en évidence des phénomènes nouveaux touchant à notre compréhension des lois les plus fondamentales de la nature. La découverte de ces particules correspondrait à la mise en évidence d'un nouveau cadre conceptuel qui rassemblerait à la fois ceux de la théorie quantique et de la relativité générale, qui est un cadre dans lequel devrait s'inscrire l'ensemble des lois fondamentales. Le concept d'espace, avec ou sans dimension supplémentaire, il serait à ce moment-là étendu à celui de superespace, où certaines coordonnées sont anticommutantes. Et ce pourrait être le bon cadre dans lequel chercher à réconcilier la théorie quantique et la gravitation, et à progresser vers une éventuelle théorie unifiée de toutes les interactions. Et c'est en fait ce que l'on tente de faire avec les théories dites des supercordes, des membranes, la M-théorie, et ce genre de construction sera l'objet d'autres conférences dans cette série.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pierre Fayet, merci beaucoup. Nous allons tout de suite passer aux questions. Ah, j'ai une question tout de suite sur le côté. Allez-y. Levez-vous qu'on vous voit, monsieur, en même temps que vous posez votre question. Merci beaucoup. Bonjour. Hier, Gerhard Van Toff disait que c'était un grand progrès être arrivé les milliers de substances qui existaient au XVIIIe siècle et aux 82 éléments de la table périodique et après aux 6 quarks de la modèle standard. Et donc, on a simplifié les choses. Là, il y a des espoirs de simplifier encore en unifiant de quelque façon les quarks avec les leptons et tout ça. Mais quand on passe à ces dimensions supplémentaires, même dans la supersymétrie étendue, là, on ne va pas dans une complication. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, en Italie, il y avait quelqu'un qui a fait une conférence et on parlait du supermonde à 47 dimensions. Oui, alors, oui, mais je suis d'accord avec vous que j'ai discuté un certain nombre d'idées. En général, on introduit ces idées en disant que, bon, on part du modèle standard, on est très content, mais il y a un certain nombre de problèmes. Il faut faire quelque chose pour résoudre ces problèmes. Et donc, on travaille en introduisant un certain nombre de symétries supplémentaires. Mais ces symétries supplémentaires, en même temps, on ne les a pas vues. Donc, comme on ne les a pas vues, il faut chercher à les briser. Donc, il faut mettre en jeu un certain nombre de mécanismes pour briser les nouvelles symétries qu'on a introduites. Et à ce moment-là, ça mène aussi à un certain nombre de nouveaux problèmes. Et donc je suis d'accord et j'admets tout à fait, et c'est vrai qu'on se situe actuellement dans des situations où il y a une espèce de fuite en avant, si vous voulez, vers la recherche d'une symétrie maximale. Et on peut légitimement se poser la question de savoir en quelque sorte si peut-être qu'à un certain moment on va trop loin. Donc peut-être que certaines de ces choses sont valables, peut-être que la grande unification est une bonne idée mais pas la supersymétrie. Peut-être la supersymétrie est une bonne idée, mais pas la grande unification. Peut-être qu'il n'y a pas de dimension supplémentaire, etc. On est justement dans une phase d'élaboration. Et cette phase d'élaboration, on peut anticiper qu'elle va se continuer encore pendant un certain nombre d'années, et même sans doute de dizaines d'années. Une question, madame. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez vous lever. S'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce qu'il est encore trop tôt par rapport au programme pour poser une question sur le lien entre ce que vous venez de nous exposer et les théories de cordes et supercordes et membranes qui vont être discutées plus tard? Ou est-ce que vous pourriez dès maintenant nous indiquer le pont qui se fait entre votre exposé et la suite? Bon, sinon, j'ai une autre question. Oui, alors attendez. Donc, dès maintenant, non, dans la mesure où il y aura des exposés, il y aura un exposé entier qui sera fait par M. Petropoulos, qui sera consacré aux théories de cordes et supercordes. Donc, moi, j'ai fait juste un petit peu une amorce. J'ai présenté la notion de dimension supplémentaire qui reviendra dans le cadre de la théorie des cordes. Et donc je pense qu'à partir de là... la jonction sera faite. La jonction sera faite, oui. Okay. Alors, mon autre question, c'est est-ce que vous pouvez redévelopper plus soigneusement ce que vous avez exposé sur le lien entre les fluctuations du vide et les particules supersymétriques? Qu'est-ce qui fait qu'on se pose la question de l'apparition des unes dans le contexte de l'autre? Oui, alors, donc, comme j'ai indiqué, le vide, en théorie quantique, il y a une énergie qui est associée au vide par le fait qu'on peut décrire ça un petit peu de manière qualitative comme étant dû à des espèces de production virtuelle de paires particules-antiparticules. Et dans une théorie supersymétrique, donc il y a des bosons et il y a des fermions. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une contribution qui est généralement positive à l'énergie du vide qui est due au boson. Il y a une contribution négative qui est due au fermion. Et ces deux contributions, dans une théorie qui serait exactement
supersymétrique se compensent exactement et l'énergie du vide est donc exactement nulle. Ceci résulte d'ailleurs de l'algèbre de supersymétrie elle-même. Il y a une relation algébrique qui nous dit que l'énergie du vide est strictement nulle dans une théorie supersymétrique. Donc on pourrait crier victoire. Mais le problème revient parce qu'on sait que le monde n'est pas exactement supersymétrique puisque l'électron est un fermion. J'ai parlé d'électrons de partenaires par supersymétrie, donc on pense qu'il y a des particules de spin 0 associées à l'électron par supersymétrie, mais ces particules ne peuvent pas avoir la masse de l'électron, elles doivent être beaucoup plus lourdes. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous brisez la dégénérescence de masse qui provient de la supersymétrie entre les bosons et les fermions, vous réintroduisez une valeur qui est en fait beaucoup trop grande pour l'énergie du vide. Donc néanmoins, on a espoir que la supersymétrie indique une piste pour la résolution de ces problèmes, mais je pense que ça ne serait pas correct d'aller plus loin que ça. Une question au premier rang. C'est une question générale. D'un côté, on a l'impression que les physiciens recherchent la simplification par les théories unifiantes, et d'un autre côté, ils sont obligés pour ça de faire des supersymétries étendues, des dimensions supplémentaires, etc. Autrement dit, de compliquer une réalité imaginaire, au fond. Oui, c'est vrai. Il y a opposition a priori entre les deux choses. Non, parce qu'à chaque fois, si vous voulez, il y a des choses dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais dans une théorie supersymétrique qui serait satisfaisante, si vous voulez, vous avez la possibilité de passer des bosons de jauge aux bosons de Higgs par deux transformations de supersymétrie. Donc vous passez du spin 1 au spin 1,5, puis du spin 1,5 au spin 0 par deux transformations de supersymétrie. Et donc, si dans une telle situation, au lieu d'avoir d'une part des particules de spin 1, bosons de jauge, des particules de matière, spin 1,5, leptons et quarks, et des bosons de Higgs, dans une théorie qui serait convenablement construite, les bosons de Higgs, en quelque sorte, apparaissent comme reliés aux particules de spin 1 par deux transformations de supersymétrie. Et aussi, les particules de spin 0 apparaissent comme reliées aux particules de spin 1 lorsque vous allez dans un espace à plus de dimensions. C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais dans le cadre des théories de supersymétrie étendues, on s'aperçoit par exemple qu'on a un photon, et ce photon va être associé à non pas un, mais deux photinos, et en plus, il y a des photons de spin 0. Donc à ce stade, vous dites, mais c'est une horreur, il va en plus nous introduire des photons de spin 0 qu'on n'a pas vus. Mais ces photons de spin 0 se réinterprètent à ce moment-là dans une théorie à dimension supplémentaire, parce que ces photons de spin 0 sont décrits par ce qu'on appelle les 5e et 6e composantes du champ électromagnétique dans un espace à 6 dimensions. Et donc à ce moment-là, les photons de spin 0 sont reliés aux photons ordinaires par les symétries de rotation qui amènent les dimensions ordinaires de l'espace-temps le long des dimensions compactes. Donc à ce moment-là, on a de nouveau simplification. Mais cette simplification, on espère la retrouver après une phase de complication. Une question, monsieur. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Le fait de ne pas avoir détecté jusqu'ici de désintégration du proton remet-il en cause une partie de vos théories? Non, au contraire, la désintégration du proton avait été prévue par les théories grandes unifiées, avec les théories grandes unifiées ordinaires sans supersymétrie, avec une durée de vie qui était de l'ordre de 10 puissance 30 années. Et actuellement, on a des limites sur la durée de vie du proton qui sont de l'ordre de 10 puissance 33 années, qui font que les théories de grande unification le plus simples, qui avaient été construites sans supersymétrie, sont maintenant exclues expérimentalement, d'une part à cause de la durée de vie du proton, d'autre part parce que l'unification des constantes de couplage se fait mal en l'absence de supersymétrie. Au contraire, quand vous avez une théorie supersymétrique, l'unification des constantes de couplage se fait bien et l'échelle d'énergie de grande unification est augmentée par 2 ordres de grandeur. Ce qui fait que la durée de vie attendue du proton est plus longue et que le fait que la désintégration du proton n'ait pas été observée n'est pas un argument contre les théories de grande unification supersymétrique. Nous prendrons encore 3 questions, monsieur là, puis 2 là-bas. Oui, bon, donc on se connaît avec Fayet. Il sait que moi je suis physicien et que je le considère comme un mathématicien. Alors, tout ce qu'ils font là actuellement, ça rappelle les fameuses épiciques qu'on oui, rajoutait à... Monsieur, une question. Alors, je ne me prends pas pour Galilée, c'est pas ça. Mais j'ai fait remarquer à Pierre, il y avait une symétrie fondamentale
entre l'atome et l'univers. C'est important ce que je dis, hein. Oui, mais tout est bien. Non, mais une question néanmoins. En octobre 1912, un certain Haas a trouvé la formule du rayon de Bohr, qui allait devenir le rayon de Bohr, par ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle, une technique de base de la physique. Oui, attendez, il n'y a qu'une conférence, donc une question, s'il vous plaît. En septembre 97, j'ai fait la même chose pour l'univers, j'ai trouvé le rayon de Hubble. Bon. Alors, donc il y a quand même quelque chose qui... Donc, Pierre sait, il est au courant de ça. Alors, ce que je veux attirer l'attention du public sur cette question-là, un physicien a dit, plus on avance en physique des particules, moins on comprend l'univers. Alors, il faut faire extrêmement attention. Je ne dis pas que les mathématiciens soient inutiles, mais il faut qu'ils ouvrent le débat. Or, ils n'ouvrent pas le débat. Donc, la question que je pose à Pierre Fayet, est-ce qu'il est prêt à ouvrir un débat sur ces questions-là entre mathématiciens et physiciens en ce qui concerne justement la théorie de l'univers? Alors, pour illustrer ces fameux problèmes qu'il y a avec le Big Bang, dans la théorie des dimensions multiples, il y a 3 dimensions qui surnagent dans leur fameux modèle Big Bang et qui sont amplifiées et qui expliquent l'espace. Alors, dans leur modèle de relativité générale, l'espace est en train de se gonfler. Alors, je pose la question que je pose toujours à ces cas-là, pourquoi on ne se transforme pas en baudruche géante? Merci. Monsieur Fayet. Non, oui, on a entendu... Est-ce que vous allez ouvrir un débat enfin? On a entendu les questions. Bon. Est-ce qu'on peut répondre au gonflement? Bon, moi j'ai eu de nombreuses discussions avec les mathématiciens, donc là-dessus ça va. Et comment? Ah bon, bah d'accord. Bon, bah alors dans ce cas-là, je n'en dirai pas plus. Bon, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Alors, la question là-haut. Monsieur. Oui, bonjour. Rassurez-vous, ici. Là-haut sur le côté. Non. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir un débat, hein, c'est pas... Juste une question au sujet du neutralino, si j'ai bien... D'après ce que j'ai compris, il s'agit du partenaire du neutrino, c'est ça? Non, ça n'est pas exact. Bon, j'ai pas eu le temps de donner tous les détails, mais j'ai mentionné à un certain moment que le photon avait un partenaire qu'on avait appelé le photino. Le Z a un partenaire qui s'appelle le zino, etc. Et donc il y a un certain nombre de particules neutres, et toutes ces particules neutres sont collectivement appelées neutralinos, et elles se mélangent entre elles au sens de la mécanique quantique. Et celui qui ferait la matière noire, la matière sombre de l'univers, c'est le plus léger de ces neutralinos. Et donc ça n'a pas à voir directement avec le neutrino, mais c'est vrai que le suffixe ino est trompeur. Il s'agit d'un boson, en fait. Non, le neutralino, c'est un fermion, c'est une particule de spin and me. Ok, très bien. Merci. Une dernière question. Là, monsieur, levez-vous en posant la question, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre conférence. Vous avez parlé de la matière sombre et donc que vous tentez de combler avec force particules élémentaires. Mais certains physiciens, je crois, ont parlé de ce qu'ils appellent la matière ombre, c'est-à-dire une sorte d'univers qui interagirait avec le nôtre, mais qui n'aurait recours finalement qu'à l'interaction gravitationnelle sans les autres interactions. Oui. Et donc, est-ce que ça ne remettrait pas en cause votre théorie? Finalement, est-ce que ces recherches de particules ne seraient pas vaines en quelque sorte? Non, mais on peut faire d'autres sortes de constructions. Moi, j'ai présenté une sorte de construction qui s'appuie sur la supersymétrie, etc., qui est relativement bien motivée et qui est une approche qui est poursuivie par pas mal de gens. Il y a un certain nombre d'autres constructions, d'autres voies qu'on peut suivre. Celle dont vous me parlez, c'est la voie de la matière fantôme, selon laquelle il y aurait une espèce de monde ordinaire. Il y aurait un monde fantôme et les deux mondes n'interagiraient pas du tout. Ils interagiraient uniquement par interaction gravitationnelle. Mais en quelque sorte, ils pourraient se pénétrer. On pourrait imaginer que des objets du monde puissent traverser les objets du monde fantôme, puisque les interactions se produiraient uniquement par interaction gravitationnelle. Donc c'est une hypothèse qui a été développée. Après, disons qu'à chaque moment, il faut il faut peser les avantages et les inconvénients, entre guillemets, des diverses théories. Et au final, il faut rappeler que c'est l'expérience qui est juge. Pierre Fayet, merci beaucoup.